On vous présente notre top 10 des séries dans le créneau des années 2010-2019. On a fait un double classement parce qu'en fait Vianney a vu plus de séries que moi sur cette décennie-là. Donc moi dans mon classement il va peut-être manquer des séries majeures, mais voilà, j'expliquerai pourquoi, il y a des choses que j'ai pas vues. On peut commencer donc par le numéro 10. Le numéro 10 est la série The Walking Dead, donc série très connue, série de zombies qui nous a accompagnés pendant plusieurs années et qui nous accompagne encore à travers toute une flopée de spin-offs qui sont plus ou moins bons. En fait, ils sont plus moins bons que plus bon. Et d'ailleurs, pour la série elle-même, on est à peu près, je crois, d'accord dessus. Mais on a surtout apprécié les premières saisons, mais parce que vers la 5e, 4e, 5e, je sais plus exactement, on commence à avoir un format de saison qui est un peu toujours le même, c'est-à-dire très bons épisodes du début, très bons épisodes de la fin, et au milieu, c'est plutôt très vide. Donc du coup, moi personnellement, j'ai pas été jusqu'au bout. J'ai beaucoup aimé les 4-5 premières saisons, qui étaient assez proches de la BD, qu'on a lu tous les deux, et ça c'était plutôt une bonne chose parce que dès qu'ils sortent un peu de la BD je trouve qu'ils sont moins bons, mais voilà, le problème après c'est que ça s'essouffle et que quand on passe les 5 premières saisons, moi je trouve que ça devient pas foufou. Et ben moi je suis un malade mental parce que j'ai regardé toute la saison, j'ai dû probablement m'endormir sur certains épisodes, et vu que j'aime vraiment souffrir, j'aime bien me flageller, j'ai regardé également 98% des spin-offs, et vraiment il y a des purges. Je noterai entre autres Fear the Walking Dead, qui est un remède contre les insomnies, et Daryl Dixon, qui est un personnage qui est pourtant un personnage intéressant, qui a été créé pour la série, pour le coup, parce qu'il n'est pas dans le comics, et là qui est proche d'un téléfilm TF1. C'est une catastrophe. Du coup, le bon point qu'il y a aussi dans la série, par contre, c'est le casting. Parce qu'on a pu découvrir des acteurs qui étaient ou inconnus, comme Norman Reedus, qui était vraiment pas connu, je crois, à l'époque, ou en fait revoir des acteurs qu'on connaissait un petit peu, comme Andrew Lincoln, par exemple, ou Jeffrey Dean Morgan, qui joue Negan, et que toi, tu avais vu, parce que moi, j'ai pas trop vu la série, mais que toi, tu avais vu parce qu'il jouait le père dans Supernatural. Voilà, donc en fait, ça c'est un bon point de la série. Ils nous ont ramené quelques acteurs qui étaient plutôt pas mal et qui sont depuis qui ont fait carrière et qui font d'autres choses. Je te propose qu'on passe au numéro 9, Greg, et c'est là que nos chemins se séparent. Donc je te propose de commencer avec ton numéro 9. Alors, moi ce sera The Good Place, donc c'est une série comique fantastique, qui est avec comme rôle principal, ce qui est très important pour nous, c'est très important, il y a Kristen Bell, qu'on aime beaucoup, on aime beaucoup Kristen Bell. Tout à fait. Qui est donc, son personnage en fait meurt et se retrouve au paradis, mais du côté en fait où on met les bonnes personnes. Sauf qu'elle se rend compte qu'elle n'a pas été une bonne personne, donc elle n'a rien à faire là, et qu'en fait il y a eu une confusion, et qu'elle a pris la place de quelqu'un d'autre, sauf qu'elle veut rester dans ce paradis-là, et donc avec des personnes qu'elle va rencontrer sur place, elle va essayer de s'arranger pour gagner sa place en fait sur The Good Place. La série, je l'ai trouvée plutôt très drôle, assez inventive, le casting est bien, il y a Ted Danson aussi, que j'aime bien, et qui a un rôle important dans la série, mais j'avoue aussi, un peu comme The Walking Dead, qu'au bout d'un moment j'ai décroché. Je sais plus s'il y a 2 ou 3 saisons, je crois que sur les 2 saisons de départ en tout cas c'était vraiment bien, et après j'ai trouvé que ça commençait un peu à se traîner et tout. L'intérêt de la série c'est qu'elle est plutôt drôle. Derrière il traite quand même, il y a quand même des points un peu existentiels et tout, peut-être que je vais trop loin, mais il y a un petit côté un peu philosophique derrière qui est aussi sympa, même si c'est sur le ton de l'humour. Je pense qu'elle a à voir au moins pour les 2 premières saisons, parce que ça change un peu de ce qu'on peut voir habituellement. Ouais, je crois que vraiment le côté existentiel était voulu. Alors si je me trompe pas, c'est Michael Schur qui a créé la série. Alors je crois qu'il est derrière Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine, The Office aussi. Et il me semble qu'il a sorti un bouquin où justement il parlait du bonheur ou des bonnes actions dans la vie. Donc je pense que c'était vraiment intentionnel de sa part. Et pour rebondir sur cette série de mon côté, Kristen Bell, c'est ma chouchoute, du côté des blondes. On l'avait découvert dans Véronique à Mars et on avait tout de suite beaucoup aimé. Et Ted Danson, rien à dire quoi. Dans toutes les séries dans lesquelles il se trouve,
Voilà. C'est un acteur qui est connu depuis très longtemps, mais qui était plutôt sur des seconds rôles, ou en tout cas, il était jamais, voilà, c'était pas un acteur majeur, mais qui était toujours plutôt bon, et c'est bien de le voir maintenant dans pas mal de séries. Et d'ailleurs, vous pouvez voir une série, la série qu'il a fait connaître, qui s'appelle Cheers, où il est patron de bar sur Paramount. Et c'est plutôt intéressant de le voir jeune. Parce que je l'ai toujours connu vieux, en fait, dans tout ce que j'ai vu de lui. Ah, t'avais rien vu Non. quand il... Ah ouais, parce qu'il a fait quand même... Il a quand même fait un peu de films quand même dans les années 80-90. Ouais, peut-être. Mais ou sinon, je l'ai zappé, quoi. Ok. C'est possible. Après, alors, je trouve qu'il a plus de gueule en vieillissant. Donc, il avait plus un physique qui passe partout quand il était jeune, donc ça a peut-être joué aussi contre lui, ça. Donc, en tout cas, voilà. Série de Michael Schur, donc voilà, The Office, comme on a dit, et tout ça. Donc, c'est plutôt un bon point. Kristen Bell, Ted Danson, et une idée plutôt originale. Donc, c'est à voir, je pense, même si ça s'essouffle un peu. C'est une valeur Schur. C'est ça, c'est mon numéro 9 du coup. Mon numéro 9 pour ma part est la série What We Do in the Shadow, qui est une série de type mockumentary, donc on reste un peu sur le côté The Office, Parks and Recreation, Trailer Park Boys pour ceux qui connaissent, seuls les experts connaissent, et dans lequel on suit un groupe de vampires à notre époque qui vivent en colocation dans la banlieue d'une grande ville américaine. Et c'est une série qui a été un véritable coup de cœur de ma part par le côté original, du fait que qu'on suive des vampires dans leur vie de tous les jours, par le côté qu'il peut y avoir absurde, trash, souvent, et surtout pour l'écriture qui fait que tout au long des 6 saisons, ils réussissent à se renouveler tout en gardant le même casting, qui sont des gens qui sont pas spécialement connus. Vraiment, c'est très drôle, et ils ont intégré un concept que j'apprécie beaucoup, parce qu'on le retrouve dans la vie réelle. C'est un vampire qu'on a dû sûrement croiser une fois dans sa vie, c'est les vampires énergétiques, c'est-à-dire les personnes qui peuvent être soit tellement chiants qui t'épuisent, soit qui cherchent la petite bête, qui sont trop pointilleux, etc., et qui finissent par t'épuiser tout au long des échanges avec lui. Voilà. Donc c'est une série tirée d'un film qui a été créé par Jemaine Clement, qu'on a vu dans la série Flight of the Conchords, et l'autre réalisateur qui est connu, qui est... J'ai Waikiki, comme les t-shirts qui... Le réalisateur de Thor Ragnarok. Ouais, exactement. Ouais. J'ai Waikiki dans la tête maintenant, donc voilà. on va l'appeler Waikiki. On le mettra, Greg le mettra à l'écran. Le réalisateur néo-zélandais, je crois. Oui, tout à fait, parce que le film est 100% néo-zélandais. Il a été tourné vraiment avec des bouts de scotch, et il est très très drôle. Je vous invite à le regarder également. Et surtout, il a été doublé par des acteurs qui n'étaient pas des doubleurs professionnels. Donc le film, on peut le regarder vraiment les deux versions, et on aura vraiment une vision différente des deux films. Donc c'est plutôt original. J'ai pas vu la série, mais en tout cas, en ce qui concerne le film, c'est un film, je crois, qui a plutôt très bien marché en Nouvelle-Zélande. Et c'est un film qui fait partie des films cultes de certains comiques actuels. Donc en effet, le film et la série, je pense, vont avoir... Moi, perso, j'ai pas vu la série, donc voilà. Mais c'est un truc qu'il faut que je vois. Alors, petit conseil, comme souvent, regardez en VO, parce que les accents des vampires qui viennent d'époques différentes sont conservés. Donc, il y a celle qui joue la femme vampire, elle est roumaine, ou elle vient d'une province inventée, donc elle a un fort accent roumain qu'on ne retrouve pas dans la version française. Et voilà, chacun des personnes a vraiment une diction particulière. Mais sinon, en français, ça reste vraiment très, 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 très sympa. Voilà, c'était mon numéro 9. Ma série numéro 8, ce sera la série Vikings. Donc, comme le nom l'indique, sur une histoire de Vikings. Un des intérêts de la série, c'est qu'elle est faite par History Channel, et que du coup, on est quand même sur quelque chose qui, même si ça se base sur des histoires qui ne sont pas toujours obligatoirement réelles sur les Vikings, mais ça fait partie de la saga des Vikings, on a quand même une chaîne spécialisée dans l'histoire derrière. Donc, on reste quand même sur globalement des informations qui font partie de l'histoire nordique. La série parle de Ragnar, en fait, qui est un fermier qui va devenir par la suite un roi puissant. On traverse l'Angleterre, on traverse les pays nordiques, la France aussi. On apprend un peu à connaître les liens qui se font entre les Vikings, les modifications qui ont été faites avec les différentes religions. Voilà, il y a pas mal d'informations. Gros point important, on découvre Catherine Winnick. Ça, c'est très important.
Qui est-ce? qui joue la Guerta. Il faut voir juste pour la Guerta, en fait. Mais je l'ai vu, Viking, mais je tilte pas. Mais C'est la femme de Ragnar, en fait. Ok. Et voilà, donc la série est excellente, la série est assez violente. Malheureusement, ça va revenir souvent sur mon classement. Au bout d'un moment, j'ai un peu commencé à décrocher parce que je trouvais que ça traînait en longueur. Mais je suis sur peut-être à peu près, il y a 6 saisons. J'ai bien dû être bien sur au moins des 3-4 premières. Après, au bout d'un moment, j'ai trouvé que voilà, ça devenait un peu long, un peu chiant. Multiplication des personnages, pas toujours tous intéressants. Mais c'est cool, parce que déjà, le sujet des Vikings, en tout cas quand la série est sortie, il n'y avait pas trop de choses sur les Vikings. Maintenant, c'est plutôt la mode, mais à l'époque, il n'y en avait pas trop. Et ça permet de voir un peu autre chose. Et voilà. Et je trouve que la série est plutôt, en tout cas sur les premières saisons, il y a pas mal d'énergie. Et c'est intéressant d'entendre parler de ce sujet-là, qu'on connaît finalement assez peu. Bah, j'ai vu aussi pas tout, comme toi, Greg. Et les premières saisons m'ont convaincu. Et la suite ne m'a pas convaincu du tout. Donc effectivement, j'ai pas regardé. Et il me semble qu'il y a eu un spin-off au moins. Que j'ai pas regardé non plus. Ouais, j'ai pas vu le spin-off non plus. Et juste pour info, Ragnar est joué par Travis Fimmel, que beaucoup de gens ont dû découvrir dans Viking, mais que moi j'avais découvert à la base dans la série The Beast, qui est une série qui n'a pas duré longtemps, parce qu'en fait c'était une série qui avait été faite pour Patrick Swayze, et que Patrick Swayze était donc très malade, il avait un cancer, et qu'ils avaient mis Travis Fimmel en fait pour faire un équilibre. Et en fait, tous les moments où Patrick Swayze ne pouvait plus physiquement tourner, du coup, Travis Fimmel prenait le relais, en fait. C'était un peu vieux flic, c'était vieux flic et jeune flic. Et en fait, du coup, Travis Fimmel a pris plus d'importance dans la série, parce qu'en fait, plus ça allait, plus Patrick Swayze avait du mal à travailler. Et du coup, voilà, c'est là où j'avais découvert Travis Fimmel, mais c'était un peu compliqué. La série était un peu bancale du fait que voilà, il y avait toute cette histoire de maladie, que lui, on lui demandait d'être plus présent un coup, moins présent un autre coup. Et du coup, c'est plutôt bien qu'il ait pu avoir le rôle principal sur Viking. Ok, ben merci. On passe à ma série numéro 8, qui c'est un grand écart facial, comme on dit. C'est la série The Détour. Si vous ne la connaissez pas, c'est tout à fait normal parce qu'elle est passée vraiment sous les radars. Il s'agit d'une comédie et l'histoire est plutôt simple. C'est une famille qui part en vacances aux États-Unis et la femme est convaincue que son mari va les emmener à l'aéroport pour prendre l'avion, pour traverser les États-Unis, alors que le mari a décidé, pour une raison qu'on apprendra plus tard dans l'histoire, de partir en voiture et de traverser les États-Unis pour se rendre en vacances. La série fait 4 saisons et je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'ils n'arriveront jamais en vacances et qu'ils vont se retrouver dans des endroits plutôt abracadabrantesques. Ce que j'aimais dans cette série, c'est le casting avec des personnes qui sont totalement inconnues, dont celui qui joue le mari, qui est en fait le créateur de la série. Et ce que j'ai apprécié, c'est vraiment l'humour, parce qu'on est vraiment dans un mode débranchage de cerveau avec de l'absurde, du trash. Les enfants sont embarqués dans des trucs un peu à la con. Et surtout, pendant 4 saisons, ça va de pire en pire. Ils partent de chez eux et ils ne sont pas de retour avant... à la fin de la saison, ils ne sont toujours pas rentrés chez eux. Voilà. Sans en dire trop. Donc c'est vraiment un coup de cœur, une série qu'on peut regarder en famille, mais en expliquant certaines choses. Et c'est important. Enfin, si vous avez l'occasion de la regarder, alors je pense qu'elle est diffusée nulle part en France, mais il y a toujours des moyens détournés, on va dire. N'hésitez pas à la regarder. Ça te donne envie, Greg ? Oui, parce que du coup, moi, je l'ai pas vu, donc c'est pour ça que je suis très, très silencieux sur cette série-là. Mais oui, ça peut être sympa. Mais en plus, c'est sympa parce que finalement, même nous, je crois qu'on met moins de séries comiques en avant. Oui, tout à fait. Et du coup, c'est pas mal d'avoir des séries comiques un peu qui changent. On passe à la série numéro 7, et là, nos chemins, Greg, se recroisent. C'est ça. Donc, la série numéro 7, ce sera The Americans, qui a été créée par Joe Weisberg, qui est un ancien de la CIA, qui a son importance pour la série. Donc c'est une série qui se passe dans les années 80. Ça suit en fait un couple qui a 2 enfants, famille classique américaine au premier abord, mais qui en fait s'avère être 2 agents infiltrés russes aux États-Unis, donc pendant la guerre froide. La série est
excellente, je trouve, déjà parce qu'elle s'appuie sur des éléments historiques. Donc on voit beaucoup, on se retrouve vraiment dans les années 80, époque Reagan. Et ça, c'est plutôt intéressant. Comme je le disais, le créateur a travaillé avec la CIA, donc du coup, il y a quand même un côté un peu réaliste qu'on retrouve derrière, on le ressent. Et ensuite, ce que j'avais beaucoup aimé, c'était le casting, surtout le couple. Donc il y a Kerry Russell, qui est une actrice qui est plutôt très bien, mais qui a longtemps eu des rôles de fille jolie, simplement. Voilà, on lui donnait pas grand-chose, parce qu'en effet, elle est très jolie, mais on lui donnait des choses assez fades, assez superficielles, et là, elle a un vrai rôle. Et là, ça avait été une découverte pour moi, Matthew Rhys, qui je trouve absolument excellent dans la série, qui je crois d'ailleurs avait eu un prix pour son rôle dans The Americans, et que je trouve excellent puisqu'il réussit vraiment à faire les deux rôles du père de famille parfait, simple et tout, et du vrai espion derrière. On y croit en fait, parce qu'à la base c'est pas un gars qui a un physique d'action man quoi, mais et du coup ça fonctionne en fait. En père de famille, bon il a le physique, et dès qu'il passe en mode espion, on y croit aussi en fait. On se dit pas ça sonne faux, et du coup lui je l'avais trouvé vraiment excellent. Tout à fait d'accord avec Greg, réaliste, le casting est top, la réalisation est classique mais pour coller avec l'époque des années 80, et surtout le fait que ce soit des Russes, donc c'est des illégaux, ça a vraiment existé, donc c'est vraiment le côté réaliste et c'est la pression permanente dans la série, d'autant plus qu'ils ont des voisins qui les aident pas, sans spoiler. Et franchement, c'est une série d'espionnage, une très bonne série d'espionnage. J'ai rien à dire d'autre. En fait, moi, à la base, l'espionnage, j'avoue, ça me vend pas spécialement du rêve quand on m'en parle comme ça. Mais c'est vrai que l'ambiance années 80, parce que là, c'était vraiment très compliqué, quoi. Je veux dire, l'espionnage était hyper surveillé. On était en pleine guerre froide. Et donc, c'est ça, la pression dont parle Vianney, en fait, qu'on sent pendant toute la série. Et le fait de devoir gérer la vie de famille américaine, parce qu'en fait, ils se créent une vraie vie de famille. Ils sont pas dans leur coin caché. Ils ont une vraie vie de famille avec un voisinage et tout ça. Et toutes les missions qu'on leur donne, des fois au dernier moment, où ils se retrouvent coincés entre les deux. Et on peut le dire quand même, il faut aussi savoir que leurs deux enfants, qui sont nés, je crois, sur le sol américain, ne sont au courant de rien. Donc leurs enfants sont américains, pensent avoir des parents purement américains et être une famille classique américaine. Et voilà. Et donc tout ça ensemble, ça fait une série qui est plutôt efficace. Et sur la réalisation, on retrouve pas mal justement du classique de films d'espionnage. Et ça, c'est cool aussi. Donc c'est plutôt une très très bonne série qui n'est pas si connue que ça. Non, c'est vrai. Donc elle est intéressante à voir. Bon, on passe à la série suivante. Donc c'est le numéro 6 de mémoire. Ma série numéro 6 sera Sherlock, donc série britannique avec Benedict Cumberbatch et Martin Freeman. Donc c'est, comme le nom l'indique, une série sur Sherlock Holmes. On est sur un Sherlock Holmes un peu plus modernisé. La série tient beaucoup sur son duo, qui est excellent. On retrouve des histoires classiques des Sherlock Holmes. Je suis à la base pas spécialement un grand fan de Sherlock Holmes. J'ai rien contre, mais ça m'a jamais éclaté plus que ça. Et là, je trouve que le traitement plus moderne et le côté un peu autiste, on va dire, hein, je pense qu'on peut dire un petit peu du Sherlock est plutôt sympa. Et en fait, le seul problème qu'il y a sur cette série, c'est que comme parfois sur les séries anglaises, elle arrive un peu quand ils veulent. Et du coup, c'est vrai que vous pouvez regarder des épisodes en général indépendamment, mais il y a quand même un fil conducteur. Et le fil conducteur, on a tendance un peu à le perdre. Parce que j'ai plus exactement le détail, mais je crois qu'il y a des épisodes qui sont sortis une année, et les autres sont sortis 2-3 ans après. Puis après, il y a 4 saisons, mais les 4 saisons, c'est pas des saisons de 10 épisodes, hein, il y a très peu d'épisodes sur une saison. Donc la série est excellente, mais c'est un peu le bordel, on va pas se mentir. Mais à la voir, et je pense que c'est une bonne façon de découvrir Sherlock Holmes. Je pense que même si vous avez peut-être des enfants ou des ados qui sont pas très emballés par les histoires de Sherlock Holmes, qui connaissent pas trop, peut-être que c'est une bonne porte pour eux, parce que ce côté moderne en fait rajoute quelque chose en fait aux histoires plus classiques de Sherlock Holmes. Voilà. Moi j'ai vu et j'ai apprécié également. Donc rien à dire, bonne série et défauts récurrents des séries anglaises. Qui des fois c'est bien hein, d'avoir des séries courtes et tout ça, mais par contre c'est vrai que le problème c'est souvent le temps entre les deux, quoi. C'est quand ça puis en plus quand il y a Benedict Cumberbatch et Martin Freeman, le problème c'est que eux ils ont des grosses carrières aussi ciné.
Et donc, faut aussi s'arranger avec les emplois du C'est temps, ça. et donc c'est le bordel après pour sortir des épisodes. Mais là, en fait, nous, après, on l'a suivi un peu pendant que ça arrivait. Là, bon, bah, vous avez déjà les 4 saisons. Donc, à la limite, si vous en avez vu aucune, vous pouvez déjà enchaîner les 4 saisons. Comme ça, vous n'aurez pas ce problème-là. Mais quand c'est sorti, c'est vrai que c'était un peu le bordel. Ok, ma série numéro 6, c'est la série The Leftovers. Série créée par Damon Lindelof, qui est le créateur, enfin le co-créateur de la série Lost avec J.J. Abrams. Sur The Leftovers, ça part d'une histoire que j'apprécie initialement pas beaucoup parce qu'il s'agit d'une histoire de disparition. Il y a 2% de la population qui disparaît et il faut savoir qu'à une époque, il y a eu pas mal de séries qui sont sorties sur des disparitions et les séries étaient généralement pas terribles. J'ai trouvé l'exception avec cette série où 2% de la population disparaît et en fait c'est Damon Lindelof l'a décrit comme étant sa série préférée devant la série Lost. Et il faut avouer que c'est une série qui est plutôt difficile d'accès, qui est très intimiste et dont les sujets sont le deuil, le souvenir. Donc c'est une série qui n'est pas spécialement gaie et qui peut paraître plutôt longuette pour certains. Mais quand on rentre dedans, elle est tout juste incroyable. Elle est tout juste incroyable. Elle est incroyable notamment par son acteur principal qui est Justine Theroux, alors je sais pas si ça se dit comme ça, qu'on connaît, Greg, que tu dois connaître pour le film Mulholland Drive. Ouais. Et qui est vraiment excellent. Et également dans le casting, dans les acteurs principaux, on retrouve Carrie Coon, que j'ai découvert sur cette série et qu'on retrouve dans la dernière saison de The White Lotus. Donc c'est une série, si vous n'êtes pas trop sujet à la dépression, je vous invite à la regarder. Cependant, si vous venez de perdre quelqu'un de votre entourage ou que vous êtes un peu dépressif, ne la regardez pas tout de suite, attendez que ça aille mieux pour la regarder. Ou sinon, ne la regardez jamais si vous souhaitez rester dépressif toute votre vie. Mais c'est une série vraiment incroyable où il est question de religion, de souvenirs, de deuil. Et il y a plein d'intrigues derrière. Qui font de la série vraiment un ovni. Pour le coup, je vais pas dire grand-chose parce que je l'ai pas vu, mais je peux donner le côté pourquoi je me suis pas intéressé. Et ben c'est un peu comme toi. Le fait qu'il y ait des disparitions et tout, il y en avait beaucoup de séries, donc voilà. Et ensuite, et là c'est une erreur de ma part. Alors je connais un peu Justine Theroux, je connaissais pas trop Carrie Coon, mais en fait je trouve. Alors c'est un défaut qui finalement est pas un gros défaut, mais en fait je trouve que les deux ont un physique un peu plat. Du coup, ils attirent pas spécialement, en fait. Donc, quand on voit des extraits et tout, ça attire pas. Après, Carrie Coon, je la connais toujours pas très bien. Justine Theroux est plutôt très bon. Mais c'est vrai qu'à la base, il a un physique un peu lambda. Voilà, il est beau gosse, mais voilà. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pas été vers la série. L'histoire m'intéresse pas plus que ça. Et quand je voyais le casting, j'étais pas plus attiré. Mais ça, c'était plutôt une erreur. Parce qu'en tout cas, Justine Theroux est plutôt bien. Ouais. Mais c'est vraiment une série. Effectivement, ils ont des physiques lambda. Mais ça se passe aux États-Unis, dans une petite ville américaine. Ça aurait été Ken et Barbie, ça aurait été un peu le défaut que nous on trouve dans beaucoup de séries actuellement, quoi. Ouais, oui, du coup c'est le genre de choses qui a tendance à me repousser un peu quand je sens quand il n'y a pas un physique spécialement qui ressort. J'ai toujours peur que ce soit lisse. Voilà. Donc c'est un peu l'erreur, je crois que j'ai cru en voyant un peu des extraits, des choses, que ça allait être lisse en fait. En tout cas, très bonne expérience originale et allez-y, les yeux fermés, sauf les contre-indications que j'ai données précédemment. On va passer à notre série numéro 5, enfin ta série numéro 5, Greg. Donc ma série numéro 5, ce sera Stranger Things. Alors Stranger Things, si on avait pris les 2-3 premières saisons, je pense qu'elle aurait pu être classée plus haut. Mais voilà, ça commence à se traîner beaucoup. J'ai peur d'avoir une saison finale où ils auront tous 45 ans. Ça devient un peu lourd. Ce qui entoure la série est lourd aussi. On se retrouve avec des acteurs qui, quand ils étaient jeunes, étaient plutôt sympas, étaient plutôt frais. Voilà, on était un peu dans quelque chose de sympa. Maintenant, c'est un peu devenu c'est devenu des people Instagram, quoi. Donc, ça devient relou. Millie Bobby Brown, déjà, je pensais que ça allait être une actrice plutôt importante quand j'ai vu les premières saisons. Finalement, elle est pas si bonne actrice. Puis, on la voit trop partout pour des histoires de mannequinat, de machin. Ils sont tous autour de ça. Donc, déjà, ça, même si c'est hors série, ça me saoule un peu, en fait. Ça, c'est peut-être l'époque qui fait ça, mais ça me gave, en fait. J'ai l'impression qu'on les voit. Je les vois continuellement sur les réseaux, mais je vois de moins en moins les saisons arriver. Donc, déjà, ça me saoule. Sinon, ce qui m'a intéressé, parce que c'est quand même ça le plus important, à la base, je suis plutôt fan du cinéma des années 80, avec ce côté fun, les choses qu'on peut retrouver fun fun dans la forme. Hein. Après, le fond est pas bien tant fun, mais donc ce qui est Stand By Me, ce qui peut être E.T., tout ça, donc
qu'on retrouve dans Stranger Things. C'est totalement des choses qu'ils ont repris dans Stranger Things. J'ai, dès la première saison, retrouvé vraiment ça. J'avais vraiment l'impression de tomber sur un film des années 80, donc ça m'a plu tout de suite. Le casting, comme je disais à l'époque, en tout cas au départ, je le trouvais excellent. Et après, voilà, l'histoire était cool, et les refs étaient bien aussi. Comme je suis un petit peu cinéphile, on va dire, et j'aime bien les refs, donc toutes les petites refs que je retrouvais, il y en a sur les différentes saisons. On a même une ref sur l'histoire sans fin, une ref qui est un peu importante quand même sur l'histoire sans fin, et qui... En fait, les refs me font plutôt sourire, me font plutôt plaisir. Donc ça marche sur moi. L'ambiance 80, les refs, ça marche sur moi. Type aussi les Goonies, que j'ai pas cité, mais on est aussi un peu sur les Goonies. Voilà, maintenant, le défaut, comme je disais, ça traîne en longueur, et du coup, je décroche, quoi. Je pense que beaucoup de gens ont commencé à décrocher, mais quand il faut attendre 3 ans pour une saison, que entre 2 saisons où il est censé être passé genre 1 mois, on a l'impression qu'ils ont pris 5 ans dans la tronche et tout, ça devient n'importe quoi, en fait. Là, ça devient vraiment n'importe quoi. Et du coup, c'est dommage. C'est dommage parce que c'était bien parti, je trouve. Alors, pour ma part, la série, vous ne la retrouverez pas dans mon classement, car c'est une série Netflix, quoi. C'est pas... Salaud, hein. Ouais. Donc, spoiler, il n'y a aucune série Netflix dans mon top. C'était pas intentionnel, en plus, je m'en suis rendu compte là à l'instant en regardant. Contrairement à Greg qui a dû regarder au fur et à mesure des sorties, moi je l'ai regardé, je l'ai binge-watché, on va dire. Ce qui fait que, bon, il fait toujours 2 ans que. C'est ça, 2 ans qu'on attend pour la dernière saison. Ouais, ça doit être ça. Saison qu'ils ont coupé en 2 en plus. Oui, voilà. Un peu le bordel. Et moi j'ai plutôt apprécié la série, mais. Effectivement, c'est le côté Netflix et lourd, je trouve, qu'il y a sur les acteurs. C'est un peu ce que tu disais. Millie Bobby Brown, qui était plutôt, on va dire, fraîche. Pas dans ce seussens-là. Dans le sens où elle donnait quelque chose d'enfantin qui était sympa. Oui, exactement, fraîche. En fait, j'ai pas dit bonne. Je vais te dire un truc. Du coup, je me suis planté à première vue. On verra, peut-être que l'avenir va rattraper. Mais quand je l'ai vu dans la première saison, je me suis dit, c'est peut-être la nouvelle Nathalie Portman. Oui. C'est ça. Après, j'ai l'impression que non, finalement, mais bon, c'est ce que j'ai pensé au début. Après, elle se perd aussi, je pense, dans notre époque, en fait. Elle se perd à faire des photos avec son petit copain en vacances tout le temps, à parler surtout, à pleurer parce qu'on dit des choses sur mon physique, gna gna. C'est relou. En fait, il y a un moment, arrêtez de vous montrer, faites votre taf et il y aura moins de problèmes et ce sera mieux, en fait. Donc, c'est la génération qui vaut ça, après. Mais... C'est la génération et c'est ce que Netflix fait. En mettant en avant à des millions, voire des milliards de personnes, une gamine qui au bout d'un moment, pète les plombs. En plus, Netflix, Millie Bobby Brown, à un moment, ils ont sorti des films. Et que de la merde. Que de la merde. Donc en plus, ils l'aident pas, quoi. En fait, j'espère pour elle qu'elle va vite finir Stranger Things et sortir de Netflix, en fait. Qu'elle fasse des choses ailleurs. Parce que c'est, en fait, on a l'impression que c'est vraiment une chance pour elle, Netflix. Alors ça l'a fait connaître, et ça l'a fait travailler. Et puis je pense qu'elle doit avoir pas mal d'argent. Ça oui. D'un point de vue artistique, vraiment, si elle aime son taf et qu'elle a envie de faire quelque chose d'intéressant, je pense qu'il va falloir qu'elle parte de Netflix. Ouais. Mais en tout cas, moi, j'ai apprécié la série. Je trouve que c'est interminable l'attente. Donc du coup, je l'attends plus. Mais quand elle sortira, je la regarderai. Et puis j'essaierai de voir effectivement comment ils ont réussi à faire en sorte que les gamins... ne ressemblent pas à des trentenaires, parce que c'est ce qu'ils sont maintenant. Je suis fan des Goonies, etc. C'est des films qui ont bercé mon enfance. Donc il y a un petit attachement, mais Netflix, quoi. Voilà. Alors, j'ai un point quand même, parce que je parlais du casting, que j'ai un peu taclé du coup, puisque je disais au départ, il était bien, mais plus ça va, moins ils sont innocents, et moins je les trouve bons. Mais, et là je vais faire le vieux, parce qu'on aime bien faire les vieux, il y a quand même des très bons points dans le casting. Une découverte, parce que je ne le connaissais pas avant, David Harbour, qui maintenant fait pas mal de trucs et qui est plutôt très bien dans Stranger Things, qui sort vraiment de la série. Le fait qu'ils aient fait ressortir un peu, je pense, c'est un peu qu'ils l'ont fait ressortir Winona Ryder, qui est une actrice que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune. Maintenant qu'on revoit du coup, il faudrait vérifier, mais je pense que c'est Stranger Things qui l'a fait pas mal ressortir. Et ensuite, Matthew Modine, qui est un peu c'est le Ted Dawson de Stranger Things, qui est un acteur qui a une très longue carrière, mais ayant un physique un peu de jeune premier et tout, qui a souvent été, on va dire, à l'arrière, mais qu'on a vu dans des grands films comme Full Metal Jacket, par exemple. Donc, il a pas fait, voilà, il a fait des très très bons films tout le long de sa carrière.
Mais voilà, il n'était jamais vraiment mis en avant, et du coup, c'était bien qu'ils le mettent un peu en avant dans Stranger Things. Mais voilà, ça, c'est des acteurs qui ont plus de 40 ans, et c'est certainement le meilleur point casting de la série. Et David Harbour qui joue un Père Noël viking dont on a parlé dans cette vidéo, si je ne me trompe pas. C'est ça, exactement. À Noël, je crois qu'on en avait parlé. Exactement. Ouais. Et juste dernier point, puisqu'on parlait des Goonies, sympa aussi d'avoir l'apparition de Sean Austin, qui était donc un des enfants des Goonies. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez des séries dont on a parlé jusqu'à maintenant. Dites-nous si vous auriez mis d'autres séries. On va passer maintenant à ma série numéro 5, qui est la série Evil, ou Evil, selon qu'on est plus ou moins bon en anglais, qui est une série fantastique avec des acteurs pas connus du tout, mais dont les créateurs sont assez connus, et ce sont mes boomers préférés. C'est le couple Robert et Michelle King, qui sont connus pour avoir fait des séries qui sont The Good Wife, avec une ancienne d'Urgence d'ailleurs, et The Good Fight, et qui sont connus uniquement par moi pour une mini-série que j'adore. Et d'ailleurs, quand on fera le top mini-série, j'en parlerai probablement, la série Branded, où des fourmis extraterrestres mangent le cerveau des hommes politiques américains. C'est succulent. Et c'est à moitié une comédie musicale, donc c'est excellent. Donc, pourquoi je parle en détail de ces créateurs ? Parce qu'ils ont vraiment une patte qui fait que la série Evil, je l'ai adorée. Pour l'histoire, alors ça ressemble à une blague, c'est un prêtre, un zététicien et une psychologue qui sont embauchés par l'Église pour aller vérifier la véracité soit de miracles, soit de possessions démoniaques, ou soit d'événements surnaturels qui pourraient avoir un lien avec la religion, quelque chose comme ça. Et la série part sur ce principe-là, et arrive une histoire de fond sur l'arrivée de l'Antéchrist. Donc ça ressemble à une série normale, mais c'est une série qui est très originale sur la façon dont les sujets sont traités. Il n'y a pas de science-fiction facile comme on peut voir sur des séries comme Supernatural. Le zététicien, je parle de zététicien, mais qui est plutôt quelqu'un de scientifique et rationnel, arrive dans certains cas à prouver que les sujets ne sont pas faux, mais il y a toujours une espèce d'aura sur la trame principale de la série, et surtout énormément d'humour et de cynisme, comme on peut retrouver dans les autres séries du couple Robert et Michelle King, qui font que cette série, je l'ai adorée. Donc il y a eu 4 saisons, la série se termine tout à fait correctement, et là apparemment il y aura une 5e saison qui va arriver 2 ou 3 ans après, suite à la demande des fans. Donc la série, on peut la regarder sur Paramount, je crois, Paramount+. C'est une excellente série que je vous conseille. Mais je ne dirai rien de plus parce que je n'ai pas vu la série, et je veux même dire que je ne connaissais pas du tout la série. Donc du coup, je la découvre grâce à toi. Eh ben écoute, regarde, parce que le casting est top, même s'ils ne sont pas connus. L'ambiance est excellente, et il y a un côté humoristique qui ajoute du décalage, et un côté sérieux derrière qui est plutôt intéressant. Et surtout, le super méchant Michael Emerson est excellent. Ok. On va passer à ta série numéro 4, Greg. Alors, ma série numéro 4, ce sera The Boys. Donc The Boys est une des séries qui a fait pas mal parler ces dernières années par son côté assez trash. C'est tiré donc d'une BD du même auteur que la BD The Preacher. Donc on est surtout sur de l'humour noir, on est sur de la violence pas mal. Ça entoure des super-héros et des super-vilains, comme on dit. Sachant que globalement, même les super-héros sont pas vraiment totalement parfaits. Hein. Donc c'est aussi un intérêt qu'il y avait dans la BD qu'on retrouve ici. La série est très fun, il y a pas mal de fond aussi. C'est vraiment pas pour les jeunes. C'est vraiment, vraiment très trash. Quand on dit trash, c'est pas pour faire semblant, il y a vraiment des trucs qui sont hyper trash. Voilà, la série a aussi un intérêt qu'il y avait sur certaines autres séries dont on a parlé auparavant, c'est qu'elle a mis en avant certains acteurs qu'on connaissait pas ou qu'on connaissait peu. Je vais dire en priorité Anthony Starr, qui joue le protecteur, le méchant principal, et qui était un peu connu, qui était connu, on va dire, dans la série Banshee, mais Banshee n'est pas une série qui est extrêmement connue non plus. Donc voilà, tout le monde ne connaissait pas Anthony Starr, et là vraiment il crève l'écran, et on va dire son pendant positif vite fait avec des gros guillemets, Karl Urban, qui joue un des principaux gentils. Et qui est méchant aussi. Et qui est excellent aussi, beaucoup de charisme, les deux ont énormément de charisme.
Et aussi casting, un élément bon là c'est pas que j'ai adoré l'acteur, mais il y a Jack Quaid, et en fait j'aime beaucoup les parents de Jack Quaid en fait. C'est-à-dire qu'en fait j'aimais bien Meg Ryan qui est la maman, mais qu'on voit plus depuis longtemps, et j'ai toujours été très fan de Dennis Quaid, le papa, et on retrouve d'ailleurs un peu sur des mimiques un peu le père. Donc voilà, Jack Quaid est plutôt bien. Après, c'est pas celui qui marque le plus dans la série, mais c'était plutôt sympa de le voir apparaître dans la série. Donc la série est fun, la série est trash, la série est un peu politique, mais alors ça devient vite chiant quand vous parlez avec des gens de l'aspect politique de la série. Donc voilà, c'est intéressant, mais il faut pas trop discuter avec les gens parce qu'ils sont relous. Oui. Chacun voit un peu comme il veut dans la série, voilà. Donc le côté politique c'est toujours un peu compliqué, mais la série est un peu politique en effet. Et voilà, donc c'est beaucoup de fun. Petit point négatif, dernière saison était moins intéressante parce que justement ce côté politique a toujours plus ou moins été intégré à la série. Mais dans les premières saisons, il était un peu en fond. C'était fait de manière un peu subtile. La dernière saison, ils ont oublié toute subtilité. Du coup, la saison est assez lourde sur le côté politique, et donc c'est un peu dommage, ça gâche un peu ça. Donc on verra la prochaine saison en espérant qu'ils reviennent un peu à l'ambiance et au style de départ. Même chose pour ma part, dernière saison, l'a trouvé... Enfin, moi, pour ma part, j'ai trouvé moyenne, mais je pense que toi aussi Greg. On en parle d'ailleurs sur une vidéo qu'on a fait précédemment. Et sinon, sa série, elle est incroyable. Le créateur de The Boys, donc celui qui a fait les comics, il a fait tout un tas de trucs qui sont très très irrévérencieuses. Pourquoi j'ai utilisé ce mot ? C'est pas, mais c'est bien. Non, mais c'est gore, puis ça bouge bien, c'est drôle, il y a de l'humour. Effectivement, dernière saison politique, un peu trop politique, et ça fait sortir un petit peu du sujet de base qui est le bien, le mal. Oui, et le fait qu'en fait, moi j'ai la BD en fait, donc j'avais lu la BD avant de voir la série, et la première chose qui m'avait marqué dans la BD, c'était justement d'être dans un côté presque plus logique, c'est-à-dire si quelqu'un avait des super pouvoirs, je pense que globalement les gens s'en serviraient de façon négative. À la différence de ce qu'on peut voir dans beaucoup de Marvel, je pense qu'on a malheureusement plus de dégâts que de choses positives, et c'est un peu ce qu'on voit dans The Boys, et c'est ce qui était intéressant. Après, quand on fait des parallèles politiques, ça peut se faire, mais après, moins de façon... Enfin, c'est trop lourd sur la dernière saison, et du coup, ça gâche un peu tout. En fait, le problème de la dernière saison, c'est que par rapport au début, je trouve qu'ils sont trop sur Anthony Starr. Même si j'adore Anthony Starr et que j'adore le personnage du protecteur, mais je trouve qu'on est vraiment pratiquement que sur lui tout le temps. Alors qu'au départ, on était un peu sur différents personnages, c'était plus sympa. Et voilà, et politiquement, c'est trop lourd. Et un point qu'on n'a pas dit, c'est que, parce qu'on en a déjà parlé tout à l'heure, le créateur de la série, c'est Eric Kripke. Et en fait, c'est celui qui avait travaillé sur Supernatural. Oui, et donc on retrouve quelques acteurs qui l'a fait venir de Supernatural. Comme Jensen Ackles, qui était un des frères Winchester. Et comment il s'appelle le personnage qui joue Negan. Oui. Qui joue aussi, qu'on entrevoit dans la saison 4, je crois. Morgan, oui, on l'entrevoit, ouais, c'est vrai. Jeffrey Dean Morgan. C'est ça. Voilà pour ta série numéro 5 ou 4 4. Ma série numéro 4, c'est la série Better Call Saul, créateur de cette série Vince Gilligan. On est dans l'univers de Breaking Bad et il s'agit d'un préquel spin-off basé sur le personnage de Saul Goodman. Préquel, du coup c'est un préquel spin-off, c'est un peu des deux. C'est un spin-off en préquel. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Et qui est une série qui est juste incroyable, mais qui a le défaut d'être un spin-off de Breaking Bad, qui a attiré vraiment toute la lumière à lui, enfin elle, si on parle d'une série. Mais malgré tout, Better Call Saul est plutôt un bijou d'écriture. Bob Odenkirk est excellent. Sa camarade Rhea Seehorn, tout comme Jonathan Banks qu'on voit dans Breaking Bad. Et dans Un flic à la mafia. Série des années 90. Voilà, ça fonctionne sur ce trio, mais on suit vraiment Saul Goodman avant qui devienne l'avocat véreux qu'il est dans Breaking Bad. Voilà, c'est une série qui se regarde, c'est du jus, comme on dit.
Alors moi, du coup, elle est pas dans mon classement. Pas parce que je l'aime pas, mais parce que je ne l'ai pas vue, en fait. En fait, je l'ai déjà dit dans une vidéo, je vais le répéter vite fait, j'avais commencé à la regarder juste après Breaking Bad. Et je crois que, voilà, j'attendais un Breaking Bad 2 tout de suite, en fait. Je crois que j'étais trop sur Breaking Bad. Et du coup, on est un peu dans l'ambiance, mais c'est pas Breaking Bad, en fait. Et du coup, ça m'avait bloqué, et donc j'avais arrêté de la regarder. Mais je sais qu'il faut que je me relance dessus, mais voilà. Du coup, c'est une absente dans mon classement. Il y aura une ou deux autres séries absentes comme ça importantes, mais voilà, c'est parce que je l'ai pas vu. Greg, il a une wishlist de séries qui va l'emmener jusqu'en 2050, je pense. Ouais, ça me saoule. C'est très long en plus de Better Call Saul, là, je sais pas combien de saisons. 5, je crois. 5, ouais. Il y en a pas 6. Ouais, voilà, déjà, il y a 6 saisons. Voilà. Bah, bon courage, Greg. Je propose qu'on passe à... on arrive dans le top 3. Et Greg, je t'écoute pour ton numéro 3. Alors, mon numéro 3, ce sera la série Peaky Blinders, série britannique sur une famille qui a vraiment existé, qui était la famille, donc là, qui est la famille Shelby. C'était un gang, en fait, qui, après la Première Guerre mondiale, essaye de s'installer, passer des bars illégaux à la politique et prendre de l'influence, en fait, sur le pays. J'aime beaucoup la série, déjà parce que le casting est assez costaud. On a en acteur principal Cillian Murphy, qui est maintenant extrêmement connu, voilà, avec entre autres Oppenheimer. On a Paul Anderson, que je ne connaissais pas, ou que pas trop, et que je trouve excellent, et Helen McCrory, qui est une actrice qui, je trouve, crève l'écran dans la série, et qui malheureusement depuis est décédée. Déjà, donc voilà, on est sur un casting qui est assez costaud, on est sur une histoire de mafia, en fait, voilà, qui se passe à Birmingham, au début du XXe siècle. Les reconstitutions sont plutôt cool, les costumes, les décors, tout est plutôt bon. C'est aussi une série qui a un côté assez fun, enfin voilà, les personnages sont clash. Après, on va pas se mentir, si vous avez l'occasion, regardez sur internet, retrouvez la photo de la vraie famille Shelby. Physiquement, c'est pas la même. On n'est pas sur Cillian Murphy. Donc ils ont quand même remis une patte par-dessus pour que la série soit quand même cool. Voilà, parce que sinon ils ont vraiment des sales gueules et voilà, ce serait moins vendable. Mais voilà, la série est bien, il y a de l'action, les personnages sont plutôt bien écrits, je trouve, les relations entre les personnages sont bien écrites. On est sur une série qui est encore un peu violente, puisque c'est quelque chose sur la mafia. Mais je trouve qu'elle tient bien de bout en bout. On parle de plein de choses différentes, ça parle de mafia, ça parle de fascisme, parce que quand ils arrivent au niveau politique, on parle aussi de fascisme, ça parle de communisme, ça parle de l'IRA, voilà, ça parle il y a plein de sujets et je trouve la série plutôt assez facile à regarder. Donc voilà, elle est classée 3e dans mon cas. Eh bien, moi, je suis passé totalement au travers, c'est-à-dire que j'ai pas regardé la série et d'ailleurs Cillian Murphy, le seul film que j'ai vu avec lui, c'est 28 jours plus tard. Donc tu l'as vu il y a 20 ans en fait. Donc je l'ai vu il y a 20 ans et je sais pas du tout ce qu'il vaut. J'ai même pas vu Oppenheimer. Je suis à l'ouest. Et Peaky Blinders, c'est dans ma liste de séries que je dois voir. Donc voilà, je désespère pas. J'avoue que j'ai mis un peu de temps à la regarder. Je l'ai pas regardé tout de suite. Mais le style visuel m'a accroché en fait, je crois. Et du coup, c'est ce qui m'a attiré. Et du coup, je l'ai pas regretté après. J'ai été plutôt emballé par la série par la suite. Voilà, donc c'est mon numéro 3. Ok. Mon numéro 3, pour ma part, sera la série Game of Thrones, série HBO que tout le monde connaît, et qui vraiment m'a hypé, comme disent les jeunes à l'époque, quand elle est sortie, et parce que c'est HBO, et HBO, c'est peut-être une des dernières séries, si on ne parle pas de House of the Dragons, qui est excellente, je vous invite à regarder aussi, c'est une des dernières grosses séries vraiment à budget de HBO. Donc l'histoire, on la connaît, des guerres entre différents royaumes, différentes familles, voilà. Guerre entre différentes familles, qui se battent pour le trône de fer. Il y a des dragons, il y a du cul, il y a des trahisons, il y a de la violence, il y a tout ce qui peut me plaire, hormis les dragons, que j'apprécie pas particulièrement. Ouais, c'est dommage, plus ça va, moins il y a de cul et plus il y a de dragons. C'est ça, House of the Dragons, il y a beaucoup de dragons, mais j'aime quand même.
Donc voilà, c'est une série qu'en dire, sachant que tout le monde, je pense que tout le monde l'a vu, Greg. Oui, et moi, elle arrivera dans mon classement, mais pas tout de suite. Ok, Donc du coup, je redirai 2 mois après, mais je l'ai mis un peu plus tard. donc mon résumé, c'est ça. Si vous ne l'avez pas vu, où étiez-vous pour ne pas l'avoir vu? Regardez-la, et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je pense que Greg aura d'autres choses à dire, peut-être plus intelligentes que moi. Je suis pas sûr, Quand ça mais arrive. je dirais 2-3 trucs. D'accord. On passe, Greg, à ton numéro 2. Donc ma deuxième série, ce sera Mindhunter, série créée par le grand réalisateur de cinéma David Fincher. C'est une série, et ça va faire plaisir à Vianney, Netflix. Mais comme c'est Netflix et qu'ils sont très intelligents, ils l'ont arrêté au bout de 2 saisons, bien évidemment, parce que ça aurait été dommage de garder une bonne série. Ce serait bête, hein, ça aurait fait tâche au milieu de leur série. Donc Mindhunter parle du début du profiling. On est basé sur des personnages réels. On voit l'évolution des policiers en fait du FBI qui rencontrent différents tueurs en série dans les années 70 et qui établissent des profils, donc la base du profiling, hein, donc. Afin de pouvoir retrouver des tueurs en série. On est dans un truc qui est un peu similaire, plus ou moins, on est dans une ambiance un peu à la Silence des agneaux, ce genre de choses. Ce que j'ai beaucoup aimé dans la série, alors déjà j'ai beaucoup vu et beaucoup lu de choses sur les tueurs en série et sur aussi les profilers, donc du coup j'ai retrouvé pas mal de choses. On retrouve des tueurs en série extrêmement connus. Ils ont bien recréé les personnages, ils ont trouvé des gens qui physiquement leur ressemblent, qui parlent un peu de la même manière. Ils ont vraiment beaucoup travaillé là-dessus. Ensuite, j'ai bien aimé tout l'aspect psychologique en fait de la série, justement pour comprendre les mécanismes des tueurs. Malheureusement, au bout de 2 saisons, ils ont décidé d'arrêter. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si ça vient de David Fincher, ça vient peut-être de David Fincher, je ne sais pas. En même temps, il a fait des films après avec Netflix, donc je sais pas. Je sais pas d'où ça vient, mais ils ont décidé d'arrêter une série qui, je crois en plus, plaisait plutôt pas mal. Alors peut-être qu'il n'y avait pas assez de monde, mais les fans étaient vraiment très fans. Et en plus, on arrivait sur... ils amorçaient une nouvelle idée. Je ne savais pas si ça allait être bon ou pas. J'avais un peu un doute, mais je voulais voir où ça allait. Et ils ont arrêté là en cours. Donc malheureusement, je pense que c'est une série qui aurait presque pu être première dans mon classement si elle avait continué sur le même niveau. Là, comme il n'y a que 2 saisons, du coup, bah voilà, elle se retrouve deuxième. Mais même si elle va pas jusqu'au bout, j'aurais presque envie de dire, regardez-la quand même. Vous allez être frustré à la fin, parce que ça s'arrête un peu, il n'y a pas de fin en fait. Mais les acteurs sont bien, visuellement c'est vraiment bien, je trouve, la réal est vraiment bien. Et ce que ça raconte est quand même plutôt bien documenté. Donc voilà, la série a tout pour plaire, sauf que bah, voilà, c'est Netflix qui s'en est occupé, donc ils l'ont arrêté. Très bonne série, donc une fois n'est pas coutume, voilà, Netflix a hébergé une excellente série, mais je pense que c'est vraiment dû au réalisateur et au sujet, quoique Netflix est plutôt doué dans les docs sur les tueurs en série, donc je pense qu'ils ont laissé pas mal, ils ont dû laisser la main vraiment au réal, mais un truc qu'on peut pas reprocher à Netflix, c'est que tout ce qui est lié aux tueurs en série, généralement, c'est plutôt maîtrisé. Donc oui, très bonne série, et tout comme Greg, je regrette que ce soit arrêté aussi tôt. Je pense que tu as raison, je pense que c'est une mésentente entre David Fincher et Netflix. Peut-être un problème d'emploi du temps, quand les uns voulaient tourner, l'autre pouvait pas, et ça a peut-être trop traîné, parce que je crois il y a un moment où ça traînait, et que les journalistes ont commencé à demander à David Fincher où il en était, et à un moment il a dit c'est bon, j'arrête. Donc en effet, ça vient peut-être des deux côtés, je sais pas. Mais c'est dommage. Effectivement, dommage. Ma série numéro 2 est une série multiprimée qui est hébergée une fois de plus sur HBO, et c'est la série Succession. Succession, point de dragon, point d'effets spéciaux mirobolants, mais on suit une famille dirigée par un grand magnat et vieux de la presse, des médias plutôt, et on suit également sa famille qui cherche à se faire de la place pour devenir calife à la place du calife. Donc Succession, c'est une série qui, si je ne l'avais pas vue, me donnerait pas du tout envie. Heureusement, je l'ai vue. Et en fait, la série tient vraiment par le casting et aussi par l'écriture, et surtout par la liberté qui a été donnée aux acteurs dans certaines scènes. Alors le casting, c'est Brian Cox qui joue le père, qui est un peu sur la fin, mais pas assez pour se faire bouffer par ses enfants. On a Kieran Culkin
qui est le frère de Macaulay. Je pense que maintenant on va pouvoir dire le contraire. Ouais. Macaulay Culkin est le frère de Kieran Culkin. Ouais, je pense qu'on peut dire ça maintenant. Kieran Culkin qui, je pense, a explosé, parce qu'on l'a vu dans pas mal de films depuis, au cinéma. Il a d'ailleurs eu des prix sur le dernier. Jeremy Strong, pareil, qu'on a vu pas mal après. Alors, juste 2 secondes. Jeremy Strong, en fait, c'est... Parce que moi, j'ai pas vu Succession, donc je vais pas dire grand-chose. Mais j'ai recommencé à regarder Succession, j'ai eu du mal à accrocher, j'ai laissé tomber. Mais je me suis dit, peut-être, il faudrait que je me le relance. Et entre-temps, j'ai vu The Apprentice avec Jeremy Strong. J'ai adoré Jeremy Strong dedans. Je pense qu'il aurait dû avoir, d'ailleurs, l'Oscar du meilleur second rôle. Et ça m'a redonné envie de voir Succession. Rien que pour Jeremy Strong. Donc voilà, je voulais juste dire que Jeremy Strong est plutôt un très bon acteur que j'avais peu remarqué jusqu'à maintenant et qui est plutôt excellent. Et enfin, dans la fratrie, Sarah Snook, qui est la fille, et donc qui, en plus d'être une femme, parce qu'elle est une femme, a encore plus de difficultés à essayer de se frayer un chemin vers la tête de l'entreprise. Donc on est sur beaucoup de dialogues, mais par contre des dialogues percutants, parce que justement le créateur, qui est J.C. Armstrong, a laissé en fait aux acteurs, a laissé les acteurs improviser quand c'était nécessaire, et a souvent gardé en fait les prises. Donc c'est vulgaire, c'est violent, mais pas violent dans la violence physique, mais c'est violent dans la relation familiale, et ça monte en pression au fil des saisons, et voilà, c'est vraiment une série que je vous invite à regarder, qui est plutôt particulière dans la réalisation, et on est vraiment sur de la relation interpersonnelle, intrafamiliale surtout, et avec les pièces rapportées qui arrivent derrière et qui essaient aussi de gratter un peu leur billet de leur côté. Donc c'est vraiment une très 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 bonne série. Greg, je t'invite à la regarder. Ok, mais c'est noté avec les 150 autres séries que je dois regarder. Road to 2050, Greg. On va passer, Greg, à ton numéro 1. Alors, mon numéro 1, je l'ai dit tout à l'heure, du coup il revient, ce sera Game of Thrones. Yes. Il est numéro 1, mais par défaut. C'est assez terrible, hein, mais on n'est pas sur une décennie qui m'a le plus éclaté niveau série télé. Donc du coup, étant donné qu'en face, les choses sont moins intéressantes, il se retrouve premier. C'est une série que j'aime beaucoup, hein, mais qui a des défauts. Je l'ai vu 2 fois, d'ailleurs, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps. J'ai été hyper hypé quand elle est sortie aussi. J'attendais impatiemment les derniers épisodes. Beaucoup de gens ont critiqué la dernière saison. Moi, la dernière saison me gêne pas trop. Honnêtement, je trouve qu'elle est pas si mal. Après, elle avait été faite un peu pour être limite diffusée au cinéma, donc c'est un peu différent. Ils ont fait peut-être un peu long des fois sur certains épisodes, mais je trouve qu'elle est quand même plutôt pas mal. Le défaut qu'il y a, c'est que je trouve il y a des personnages qui sont extrêmement intéressants, d'autres beaucoup moins intéressants. Alors je suis désolé, mais j'ai vu 2 fois la série et donc j'assume ce que je vais dire, mais Daenerys n'a aucun intérêt. À part la fin, bien sûr, mais sinon c'est chiant. À chaque fois qu'on regarde la série et qu'on revenait sur elle, je me disais, oh putain, c'est chiant, on s'en fout de Daenerys en fait. Pour toute la série, on s'en fout de Daenerys. Et Jon Snow est pas d'un intérêt fabuleux. Donc en fait, c'est un peu le défaut de certaines séries américaines, c'est qu'à peu près les 2 personnages principaux qu'on nous vend le plus, c'était Jon Snow et Daenerys, sont les personnages certainement les moins intéressants de la série. Voilà, ça c'est un des défauts de la série. Ils saoulent, ils ont pris Emilie Clarke, elle est mignonnette et tout, mais elle est pas folle. Et Kit Harington est très plat, je trouve, comme acteur. Donc voilà, eux deux, c'est pas fou. Par contre, le casting derrière et les personnages qui arrivent derrière, Tyrion en premier, parce que c'est des personnages que je préfère, sont vraiment des personnages intéressants. En effet, les thématiques et tout, comme disait Vianney, sont cool. La série est vraiment bien, malgré, comme je dis, quelques petits défauts que sont certains personnages. Là, une fois la hype passée, quand on est dans la hype, on ne se rend pas compte. Quand on le revoit en dehors de la hype, on se rend plus compte de ce genre de petits défauts. Donc la série est très très bonne, mais c'est pas une de mes séries préférées. Elle arrive première parce qu'on est sur une décennie. Si on mélangeait 2-3 autres décennies, je ne sais pas si elle serait dans le classement ou elle serait vraiment en bas du classement. Mais ce sera quand même mon premier pour cette décennie-là. Mais merci Greg. Puis je pense que c'est... Après, oui, effectivement, la décennie n'est pas folle pour toi parce qu'effectivement, t'es passé, je pense que tu as dû passer à côté d'un certain nombre de séries. Ce qui est... Toi, t'es plus cinéma, donc tu as dû profiter de nombreux films durant cette période. Bah, disons que quand tu te dis, faut que je me lance sur quelque chose, se dire, je me lance sur un film de genre max 3 heures ou je me lance sur une saison de 10 épisodes de 1 heure,
j'ai plus tendance à me lancer sur des films. On est d'accord. Voilà. Ou alors, si je regarde une série, comme je disais, il y en a certaines, comme Succession, ou comme, sans spoiler, ton numéro 1, que j'ai commencé à regarder, j'en attendais quelque chose tout de suite, ça arrive pas tout de suite, du coup, je lâche l'affaire. Mais voilà, je peux repartir dessus, mais c'est ce qui fait que voilà, il y a des saisons, enfin des séries très intéressantes sur cette décennie que j'ai pas vu aussi. Donc du coup, Game of Thrones se retrouve première. Ok. Mais c'est pas immérité. C'est pas immérité. Mon numéro 1 maintenant, j'attendais d'en parler depuis un certain nombre de mois. Mon numéro 1 sur la période 2010-2019 est la série Boardwalk Empire. Enfin, alléluia, je vois la lumière arriver. Boardwalk Empire, ça se passe dans les années 20 et on suit... Donc, alors, la série a été créée, donc c'est une série HBO, comme bizarrement mon numéro 1, mon numéro 2 et mon numéro 3. Une série créée par Terence Winter qui a travaillé de mémoire sur Les Sopranos. Elle est produite par Mark Wahlberg et Martin Scorsese. Et au casting, on retrouve Steve Buscemi. Le Steve Buscemi dans le rôle de Nucky Thompson, qui est un espèce de politicien très véreux, très lunatique dans son comportement. Et on le suit en fait dans toutes ses affaires plus ou moins légales. Et il est entouré d'un casting qui est plutôt sympa parce qu'on retrouve Michael Shannon, qui est malheureusement trop peu connu. Ah, mais qui est vraiment excellent. Et qui est vraiment incroyable. Et que moi, il m'avait marqué dans le film qui s'appelait Tech Shelter, qui apparemment reste un de ses films préférés. Et ce film, il m'avait vraiment marqué. Et lui, il a vraiment une gueule. Et qui de mieux que lui pour être face à face avec Steve Buscemi. Et on retrouve également Michael Pitt, qui fait pas partie de la famille de Brad Pitt, qui est très bon. Et pourtant, il lui ressemble presque. Et il lui ressemble presque, c'est pour ça que au début j'ai cherché, je me suis dit. Et on retrouve un acteur dont le nom m'échappe, qui joue Omar dans The Wire. Michael K. Williams. Le regretté Michael K. Williams, merci Greg, heureusement que tu es là. Entre autres, parce que le casting est même s'il n'est pas flamboyant, est incroyable, et surtout ce qu'on notera, c'est hormis Game of Thrones, qui est la dernière série vraiment gros budget, on retrouve une des dernières séries vraiment gros budget, à costume, sur une période des années 20 qui était une période intéressante parce qu'on était sur la prohibition. On retrouve des personnages réels. Alors Nucky Thompson, il me semble que c'est un personnage réel. On retrouve entre autres Al Capone, Lucky Luciano, etc., qui sont bien écrits, qui sont bien intégrés à la série. Et franchement, les 5 saisons, 56 épisodes, 56 épisodes en 5 saisons, la série, franchement, est un bijou. Et tout comme Greg, j'avais commencé à la regarder il y a plusieurs années et je m'étais arrêté, pas convaincu, et je me suis forcé cette dernière année, à la regarder, et franchement, c'est un pur bonheur. Alors du coup, je dis juste 2 mots parce que je ne l'ai pas vue. Vraiment celle-ci, elle est en haut de ma liste sur les séries à voir. En fait, ce qui m'était arrivé, je crois, c'est que j'ai vu ce qu'on me vendait. On m'a vendu Scorsese, on m'a vendu un gars qui a bossé sur Les Sopranos, on m'a vendu Steve Buscemi, on m'a vendu Michael Shannon, et je crois que je me suis dit, ça va être un truc de dingue. J'ai regardé le premier épisode et je me suis dit, c'est bien. Mais voilà. En tout cas, ça m'a pas accroché de fou. Est-ce que c'est parce que je me suis monté la tête, ce qui est possible, hein. Plus 1920, sur la période 1920, la mafia sur la période, c'est un truc de dingue, c'est hyper intéressant. Et je pense que, j'ai le soufflet s'est dégonflé, parce que j'avais peut-être trop gonflé le soufflet aussi. Et du coup, j'avais lâché l'affaire, mais je pense qu'il faut vraiment que je me remette dedans. Maintenant que je sais que potentiellement,
le début peut être un peu plus lent, ou en tout cas peut moins m'intéresser. Je vais peut-être l'aborder de façon plus cool, et je vais peut-être plus l'apprécier. Mais c'est vrai que quand il était sorti, j'étais à fond sur le buzz que ça faisait d'avoir Scorsese sur un film de mafia des années 20 et tout ça. Donc je m'étais monté la tête. C'est une série qui s'installe. Alors effectivement, les premiers épisodes vont pas être les épisodes où il y aura le plus d'action, même les intrigues commencent juste à être développées sur les premiers épisodes. Et c'est vrai que HBO nous a habitués avec des anciennes séries à des débuts un peu plus tonitruants. Je pense notamment à la série Oz, dont on parle sur notre top des années 90, je crois, où ça commence plutôt dans le dur. Donc là, oui, c'est vraiment une série qui se pose. Même s'il y a eu beaucoup de moyens dans les petits défauts, il faut avouer qu'il y a quand même beaucoup de scènes qui se passent en intérieur, donc en studio potentiellement. Hormis ça, c'est vraiment une excellente série, et comme disait Greg, cette décennie, ça n'a pas été la meilleure des décennies selon moi. Pour moi, c'est vraiment les années 2000. 2000-2010, ouais. Ouais, les années 2000-2010, pour moi, c'est vraiment les séries qui, pour ma part, et je pense Greg un petit peu, qu'on tranché en fait en termes de qualité, un peu comme des étalons, maîtres étalons, on va dire, pour les séries qui allaient venir. Je te coupe 2 secondes pour expliquer. Quand on a fait notre classement, parce que vous pouvez retrouver la vidéo de notre classement des tops 2000-2010, j'ai galéré pour sortir des séries de mon classement. J'avais trop de séries en fait. Là, j'ai galéré pour avoir mes 10 séries. Donc on est vraiment sur un truc très différent. Mais 2000-2010, c'était très compliqué d'en trouver que 10. Et effectivement, moi, 2000, sur cette décennie, j'en ai trouvé beaucoup. J'en ai même mis dans le top 10 certaines qui effectivement arrivent pas à la cheville de certaines des séries, voire la plupart des séries de notre top des années 2000. Donc voilà. Donc clairement, il y a une baisse de qualité globale, on va dire, ou du moins un problème pour relancer un petit peu, pour trouver l'originalité des nouvelles séries. C'est pour ça que des séries comme Succession, quelle autre série, même Better Call Saul a pas gagné parce que elle s'est retrouvée dans un créneau dans lequel il y avait encore des séries existantes du type Mad Men, même Boardwalk Empire. Elle s'est retrouvée face à Boardwalk Empire, et Better Call Saul du coup a pas gagné énormément de prix, alors que si c'était aujourd'hui, je pense qu'elle en aurait gagné beaucoup plus, tout comme Succession l'a fait, quoi. Je n'enlève rien à mon top, je n'enlève rien à mon numéro 1, et je vous invite à le regarder. Mais effectivement, on est dans, pas un déclin, mais une espèce de plafond de verre en termes de qualité des séries pour cette décennie. Honnêtement, je pense que si on faisait un top toutes décennies confondues, au mieux, Game of Thrones apparaît, et je sais même pas, je sais pas. Peut-être qu'il apparaîtrait en fin de série. S'il y est, il sera en top 10 peut-être, ou un truc comme ça. Ou il apparaîtrait peut-être même pas. Donc c'est vrai que cette décennie-là, je crois que pratiquement aucune série n'apparaîtrait dans un top série toutes confondues. Il faudra qu'on fasse le test pour voir. Le problème, c'est que ça risque d'être nos top 2000-2010 en fait. C'est vrai. Mais on pourrait essayer. Ouais, on pourrait essayer, et puis on pourrait faire un top 30. Comme ça, on essaiera de... Peut-être que nos avis auront changé, etc. Et peut-être que l'année 2020-2030 nous apportera des séries, mais j'ai un gros doute. Ouais. Déjà, actuellement, dernièrement, on a Severance et The White Lotus qui sont plutôt bien. Ouais. Après, je sais pas où je les placerai dans un classement. Donc, ouais. Mais écoute, il n'y a pas énormément de choses. Il y a des bonnes séries, mais pas de quoi... The Last of Us. Non, The Last of Us. Non, pas trop, non. Non. Voilà. Donc, je pense qu'on arrive au bout de notre top 10, qui contient beaucoup plus que 10 séries, parce qu'effectivement, on était plutôt sur des séries différentes. En fait, comme je disais, moi, il me manquait trop de séries importantes, donc c'était plus compliqué. Mais du coup, si vous mettez les deux tops ensemble, vous avez un peu plus de séries à regarder, quoi. Oui. Et dites-nous en commentaire quelle série vous ressortiriez de nos tops, quelle série vous pourriez mettre à la place, notamment. Et puis, on vous attend en commentaire.
au plaisir d'échanger avec vous. Likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous, surtout c'est important. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Greg, est-ce que tu as quelque chose à rajouter maintenant que j'ai tout dit? Du coup non, maintenant que tu as tout dit, je ne rajouterai rien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt Greg. Salut. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.